Hmm. Quoi? Ah! Ah! Vous essayez encore de nous empoisonner! Les salauds! Dis Kevin, j'ai perdu mon compteur GGR et mes jumelles, tu les aurais pas vues? Qu'est-ce que c'est que ce masque? Je comprends rien à ce que tu dis en plus. Je te l'ai dit, je l'ai utilisé pour mesurer la sévérité des sang d'épandage des produits chimiques des chemtrails. Mais t'as encore un autre masque? Tu te fous de ma gueule? Je te l'ai dit, je l'ai utilisé pour mesurer la nocivité des épandages des produits chimiques des chemtrails. C'est quoi ce délire? C'est quoi encore ce... Je suis très sérieux. Mais Kevin, le compteur GGR ça sert à détecter les radiations bêta et gamma, pas les produits chimiques. Ah oui? Et comment tu expliques que mon compteur ait détecté quelque chose dehors? Ça prouve bien que l'espace est contaminé. Pas forcément, non, parce que, tu vois, en l'absence de toute radioactivité, le compteur GGR détecte toujours quelques fausses détections. Et c'est cette radioactivité inoffensive que ton compteur détecte. On désigne tout ça sous le terme de bruit de fond en général, et avec mon compteur, par exemple, il varie entre 15 et 30 coups par minute. Ah oui? Et comment tu expliques tous ces filaments, hein? Hein? Tu crois que c'est quoi, hein? C'est bien des rejets toxiques de chemtrails, non? Ce qu'on va faire, c'est que... on va en parler tranquillement, et tu vas me dire ce qui te chiffonne avec ces chemtrails. D'accord? Salut amis sceptiques, aujourd'hui on va parler des chemtrails. Et Sylvain, tu fais quoi là? Salut Debunk, bah je fais ma vidéo sur les chemtrails là. C'est moi ton personnage de scientifique psychorigide qui parle des grosses théories, je te signale. Ah d'accord. Ah parce que moi je croyais que t'étais juste un mec prétentieux qui portait une blouse pour se la péter en fait. Mais si c'est qu'un personnage, ça va alors je te laisse. C'est ça, bah bon vent alors. Retourne faire tes petites chroniques de fragile sur l'actu là. Voilà, salut à vous amis sceptiques de la Terre. Aujourd'hui on va parler d'une théorie du complot qui a presque autant de succès que le 11 septembre, qui est ultra répandue, aussi bien chez les jeunes que chez les vieux, chez les gens de gauche que les gens de droite. Je parle bien sûr de la thèse des chemtrails. D'ailleurs petite parenthèse au passage, vu que cette vidéo est très longue, j'ai mis dans la description une liste de timers qui vous permettront de vous déplacer tout de suite à la partie de la vidéo qui vous intéresse. Alors je me sens obligé de faire d'abord un petit point sur mes motivations et mes intentions avec ce débunkage de la théorie des chemtrails. Le message que je porte ici dans cette vidéo n'est pas hostile envers quelqu'un. Je sais bien que la plupart des gens qui croient aux chemtrails ne sont pas méchants au fond, qui n'ont pas de mauvaises intentions. Ils pensent sincèrement que la population court un danger sanitaire caché et ils veulent nous en alerter. Quelque part c'est même plutôt sympa quand on y pense. Et moi je veux juste expliquer qu'ils se battent contre quelque chose qui n'existe probablement pas. Qui se sont fait en fait avoir par des fausses rumeurs sur internet. Et c'est pas grave de se faire avoir, hein. Ça veut pas dire que vous êtes bête, ça arrive à tout le monde. Ça m'est arrivé à moi et aux 3/4 des sceptiques et des zététiciens du tout YouTube. Donc voilà, je suis payé par personne pour vous dire ce que je vais dire dans cette vidéo. Moi aussi je cherche avant tout la connaissance, simplement moi je la cherche avec la méthode scientifique, sceptique. Et je ne cherche à protéger aucune industrie pétrochimique ou nucléaire ou je sais pas quoi, ok? Allez, c'est parti. Donc pour commencer, c'est quoi la thèse des chemtrails? Vous voyez toutes ces traînées d'avions dans le ciel au-dessus de nos têtes, n'est-ce pas? En aéronautique, on appelle ça des contrails, combinaison de condensation et traînées. Ce sont donc des traînées de condensation, créées tout simplement par la rencontre de l'air chaud des réacteurs et de l'air froid et humide de haute altitude. Vous pouvez voir sur cette vidéo qu'une grosse traînée suit l'avion, mais que ce n'est pas quelque chose de directement relâché par l'avion. On voit qu'il y a un gros espace entre les traînées et le réacteur.
C'est un peu le même phénomène qu'en hiver, quand vous expirez de l'air chaud et que celui-ci se transforme en vapeur visible. Cependant, une quantité impressionnante de gens en France et dans le monde croient que ces contrails ne sont pas vraiment des contrails, c'est qu'en fait, ça serait plutôt des chemtrails, c'est-à-dire des chemical trails, en gros des traînées de produits chimiques répandus intentionnellement. Mais laissons donc des tenants de cette théorie nous expliquer tout ça sur YouTube. On va parler des chemtrails. Attention au conspirationnisme. C'est une véritable conspiration pour détruire l'espèce humaine. La théorie principale voudrait que des molécules chimiques se comportant comme des noyaux ou antinoyaux de condensation soient dispersées dans l'air par le biais du trafic aérien ou des avions ou drones privés et militaires afin de modifier le climat, le maintenir et le contrôler artificiellement. Il ne faut pas les confondre avec les chemtrails. Eux, ce sont des traînées de condensation laissées par les avions lorsqu'ils volent à haute altitude. Non! Les chemtrails, eux, ce sont des traînées de fumée laissées par les avions lorsqu'ils passent à haute altitude dans le ciel. Mais sauf que eux, ils sont toxiques. Quand vous voyez ces traînées, vous avez un ciel tout bleu. Vous allez avoir des traînées blanches qui ne sont pas des chemtrails. Votre ciel va devenir gris. Et 2 jours après, vous allez avoir la pluie. C'est comme ça qu'ils nous exterminent. L'opération d'ingénierie climatique des chemtrails est répartie en plusieurs programmes. Ils peuvent être militaires ou civils. Auquel cas, ils utilisent un réservoir situé au niveau des toilettes des avions. Ces traînées s'agglomèrent entre elles et forment un couvercle. C'est ce qui fait qu'on ne voit plus le ciel. Maintenant, on voit le ciel bleu. Immédiatement après que les avions passent, on voit un couvercle au-dessus de nos têtes. Ça, c'est dû à des épandages chimiques. T'as vu ? Alors vous vous direz pourquoi des avions pulvériseraient intentionnellement des produits chimiques dans le ciel. En fait, l'explication est simple. Eh bien, certaines personnes pensent que tous les gouvernements du monde entier se sont réunis en secret pour résoudre le réchauffement climatique sans nous le dire. Pour empêcher le réchauffement climatique et le trou de la couche d'ozone, ils répandent des traînées de produits chimiques pour envoyer les rayons radioactifs du soleil dans l'espace. Mais il y a aussi un double objectif, c'est qu'en même temps ça permettrait de réguler la population en nous empoisonnant avec les microparticules. Certains chercheurs de vérité disent qu'ils cherchent à nous empoisonner et à stériliser la population innocente. Ce qui coule de source, puisqu'ils sont méchants. Qui ça, ils, me direz-vous? Eh bien, les autres, les groupes sionistes là, les tartoufiettes, les Illuminati, tout ça, bref. Alors le but, il est décrit et montré déjà dans les Georgia Guidestones. Enfin, il y a beaucoup de puissants qui disent des mots qui sont très bizarres, mais il y a aussi les Georgia Guidestones avec 10 commandements qui sont dignes d'un régime dictatorial, avec la limitation de l'humanité à 500 millions d'habitants. Donc la première de ces techniques dont de plus en plus de gens sont conscients, et si vous êtes là, je sais que vous l'êtes, c'est les chemtrails ou les traînées chimiques qu'on voit dans le ciel. Donc petite précision au passage, elle c'est Claire Séverac, l'autrice du livre best-seller La guerre secrète contre les peuples, une grande référence parmi les chemtrailistes. Voici d'ailleurs un de ses fans. Voilà. Est traité sérieusement dans ce livre la question effectivement très inquiétante des chemtrails, mais aussi la question du projet HARP, la question effectivement de la guerre météorologique. Et les Georgia Guidestones dont elle parle ne sont que des stèles datant de 1980 aux USA, érigées par un anonyme original qui a fait graver dans la pierre des recommandations pour que le monde se porte mieux, en disant notamment que pour être heureux il ne fallait pas dépasser 500 millions d'êtres humains sur Terre. Et Madame Séverac ici présente nous parle de ça comme une preuve du mobile des vilains méchants puissants qui veulent nous empoisonner. Bah oui, vous comprenez, il y a quand même un mec qui allait graver ça sur une pierre dans un champ, donc bon, si ça c'est pas une preuve du complot, hein. Et les chercheurs de vérité les plus sagaces associent souvent les chemtrails avec la station de recherche climatique HARP, qui permettrait d'utiliser la fréquence vibratoire des nanoparticules de chemtrails pour contrôler le climat, voire manipuler le cerveau des gens. Et ça, ce sont des molécules d'un élément stable, beaucoup plus lourd, avec un poids atomique 200 fois plus élevé. Bien sûr. Alors vous pensez peut-être qu'il n'y a qu'une minorité de gens qui puissent croire à un truc pareil, hein. Eh bien non, il y aurait près de 40% des Américains qui croient à cette théorie, dont 10% en sont sûrs et certains. Et ces statistiques ne sont pas le fruit d'un simple sondage, hein, mais d'une étude scientifique de Harvard sur un échantillon de 36 000 personnes et publiée dans la revue Nature en 2017. Et ce n'est pas tout, des associations anti-chemtrails se montent un peu partout dans le monde, comme par exemple aux États-Unis l'Institut Clifford Carnicom, qui prétend détenir des preuves, des études scientifiques, etc. Ou encore en France, l'association Axepica, ou en Espagne, les Guardacielos. Et leur lobbying intensif a même fini par atteindre la sphère politique. Ils ont même pu s'exprimer par exemple au Parlement européen.
Represento en esta conferencia a la Asociación Terra Sostenible, promotora de las plataformas civiles guardacielos en España y Skygas a nivel internacional. En este apartado nos abrirán los ojos sobre programas peligrosos de ondas de alta frecuencia derivados de HARP. Nos presentarán el caso de MUOS en Sicilia. Y el tercer bloque, denominado Sociedad Civil versus Reingeniería, tratará sobre las humillaciones clandestinas en Europa. Et cela a aussi impacté notre Parlement national. Certains de nos députés en ont parlé à l'Assemblée nationale, comme par exemple M. Joël Giraud, qui a posé une question au gouvernement sur les chemtrails à l'Assemblée nationale. Celui-ci a bien entendu reçu une réponse laconique du gouvernement indiquant qu'il ne s'agissait que de traînées de condensation. Bon, pour conclure cette explication de la théorie, retenez bien finalement les trois principales motivations supposées des organisateurs des épandages de chemtrails, parce qu'on fera un bilan du succès de ces objectifs en conclusion de la vidéo. Première théorie, les chemtrails serviraient à contrôler le climat. Ils pourraient également lutter contre le réchauffement climatique, ou bien encore, et c'est la plus grave, lutter contre la surpopulation. Mais intéressons-nous maintenant à l'origine de cette théorie. Si elle est très populaire depuis les années 2010 seulement, en vérité elle existe depuis plus de 20 ans. On situe traditionnellement son apparition à 1996, en raison du rapport de l'Université de l'air américaine Posséder le climat en 2025. Les militaires américains suggèrent dans ce rapport de reprendre les recherches militaires sur le climat qui avaient été abandonnées dans les années 70 pour ainsi pouvoir essayer de le dominer en 2025. Ce qui est marrant, c'est que je trouve contradictoire que les chemtrailistes prennent ce rapport comme une preuve du début des chemtrails, alors que justement le rapport précise bien que même en reprenant les recherches dès 1996, on ne pourrait pas dominer le climat avant 2025, c'est-à-dire 30 ans après. Mais bon, passons. Toujours est-il que c'est bien à partir de ce moment-là que les gens ont commencé à parler de chemtrails. Et cette date de 1996 coïncide aussi avec la création du projet HARP, dont nous parlerons dans une autre vidéo, parce que même s'il y a des liens avec la théorie des chemtrails, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Bref, la conséquence principale de cette date de départ, c'est que les chemtrailistes sont persuadés que c'est là qu'ont commencé ce qu'ils appellent les traînées persistantes dans le ciel. Si vous parlez de traînées de condensation à un chemtrailiste, généralement sa réponse sera toujours plus ou moins la même. Selon eux, les contrails sont des traînées fines qui disparaissent vite, alors que les chemtrails sont des traînées persistantes qui durent longtemps. Le principal critère pour les reconnaître, c'est que les chemtrails, eux, ne persistent pas dans le ciel. Et oui, les chemtrails, eux, n'existaient pas à l'époque. Il y a environ 50 ans, les avions ne laissaient pas de traînées persistantes dans le ciel. Et donc ça fait un bon moment que je me disais que ce qui se passait n'était pas normal, que ce qu'on voyait dans le ciel, c'était pas le ciel d'avant. Sérieusement, je ne comprends toujours pas, mais surtout les plus vieux qui se souviennent du ciel d'antan où les traînées s'effacent quasiment au fur et à mesure. Mais alors vous me direz, sur quoi ils s'appuient pour dire que ces traînées persistantes, elles n'existaient pas avant? Eh ben, sur leurs intuitions et leurs impressions. Mais comme moi je suis un peu fouineur, que j'aime bien vérifier quand même ce qu'on me dit avant de le croire, je suis allé vérifier, voir si ces traînées de condensation, on n'en trouvait pas des témoignages, même voir des photos ou des vidéos datant d'avant 1996 du coup. Parce que ça mettrait sérieusement à mal la théorie. Et là j'ai découvert qu'un Américain l'avait déjà fait à ma place. Et figurez-vous que sur les 100 dernières années, on retrouve dans les livres des descriptions qui correspondent parfaitement à ce que les chemtrailistes appellent aujourd'hui des chemtrails. Clouds and Weather, 1969. And here they sometimes disappear quickly, but on other occasions they persist for a long time, spread out and become a cirrus or altocumulus type of clouds. Cloud Studies in Color, 1967. And here's a picture of a whole bunch of contrails. Cloud Study, a Pictorial Guide, 1957. Just show you that. First published, 1957. Here's a picture of some contrails spreading out. A small wind shear can draw out a contrail into an almost horizontal sheet of cloud. Sometimes several trails drawn out in this way cover most of the sky with cirrus, if the trails are very persistent. So there you have it. A range of books going back nearly 70 years. So who are you going to trust? Some guy on the internet?
or all the books on clouds for the last 70 years. Et pour renfoncer le clou, je vous présente une vidéo de chemtrails qui date de la Seconde Guerre mondiale. En Méditerranée, les patrouilleurs de la marine allemande décèlent des traînées de fumée blanche, condensation des gaz d'échappement produites par les avions volant à haute altitude. Et voilà, tout plein des beaux chemtrails 50 ans avant leur création supposée. Alors, expérience secrète des nazis? Nous ne le saurons jamais. Mais alors me direz-vous, pourquoi les gens ont l'impression que ça date d'il y a seulement 20 ans, même les vieux? Bah déjà, est-ce que vous vous souvenez, vous, des traînées dans le ciel il y a 10 ans? Moi non plus, hein. Enfin ça m'intéressait pas beaucoup perso. Donc je pense que ces gens ont tout simplement pu se construire un faux souvenir sur la base de leurs croyances actuelles. The Mandela Effect. Oh my god. Et puis aussi, le trafic aérien a quand même largement augmenté en 20 ans, donc c'est pas étonnant qu'il y ait plus de traînées de condensation qu'avant. De 108 millions en 1960, le nombre de passagers est ainsi passé à 1 milliard au début des années 1990 et à 3,1 milliards en 2013, soit 33 millions de vols, selon les chiffres de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Et en soi, cette simple démonstration devrait suffire à convaincre n'importe qui de sensé que ce qu'on appelle aujourd'hui les chemtrails existe depuis toujours. Des vieux livres et même des vieilles vidéos sont là pour le prouver. Pour moi, c'est vraiment là la meilleure preuve qu'on ait contre les chemtrails. Normalement, à partir de là, d'ailleurs, je devrais même pas avoir à débunker les autres arguments des chemtrailistes. Mais comme je suis ici sur YouTube pour parler des théories du complot de la manière la plus complète possible, je vais quand même m'embêter à examiner un à un tous les arguments les plus communs qu'on peut trouver sur ce sujet sur internet. Et voilà pour ce qui est de l'origine de la théorie du complot des chemtrails. Et maintenant, attaquons le débunkage. Alors en fait, déjà, la première chose à faire quand on veut débunker cette théorie des chemtrails, c'est de bien faire la différence entre les chemtrails et la géo-ingénierie. Il faut savoir que quand vous parlez à un tenant des chemtrails, en général, la première chose qu'il fait, c'est d'essayer de vous convaincre que la géo-ingénierie existe. Et sur ce point-là, en fait, ils ont raison. Vous voyez, ils ne s'en cachent même pas! Les salauds! Mais ouvrez les yeux! Vous savez, la géo-ingénierie, c'est l'étude du contrôle de la maîtrise du climat à l'échelle géologique, donc planétaire. Et c'est une des solutions sérieusement envisagées pour refroidir la Terre si on n'arrive pas à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. C'est pendant la guerre froide, à la même époque que la course à l'espace, qu'est née cette nouvelle idée. Durant la guerre du Vietnam, les forces armées américaines ont tenté, lors de l'opération Popeye, d'utiliser l'arme météorologique pour faire pleuvoir et inonder la piste Ho Chi Minh, une route passant par le Laos et le Cambodge et qui servait au transport des combattants et du matériel. Concrètement, il s'agissait de larguer de l'iodure d'argent dans les nuages pour faire pleuvoir artificiellement dans une zone très localisée et ainsi faire s'embourber les véhicules ennemis. Et plus de 2300 missions ont ainsi été menées par l'escadron 54 de reconnaissance météo. Cependant, comme tout bon secret d'État un peu scandaleux, c'est pas resté secret bien longtemps. Ça a vite fuité et ça a choqué le Congrès à Washington et l'opinion publique internationale. Et en 1976, les Américains et les Soviétiques se sont alors accordés pour y mettre un terme, ou en tout cas pour réguler la chose. Ils ont conclu une convention internationale devant l'ONU, interdisant d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toute autre fin hostile, la convention ENMOD. Du coup, ça a coupé la plupart des budgets pour la recherche sur la géo-ingénierie, qui n'a plus vraiment progressé depuis. En fait, je dirais que les chemtrailistes font ici deux grosses erreurs. Première erreur, ils pensent que cette technologie est au point. Or, elle est quasiment au point mort depuis les années 70 à cause de la convention ENMOD justement. Alors ok, les Chinois et les Saoudiens l'utilisent localement depuis peu, mais c'est loin d'être un contrôle total du climat comme se l'imaginent les chemtrailistes. Les techniques sont connues et pratiquées de par le monde pour provoquer la pluie, empêcher la grêle, dissiper certains brouillards ou la pollution. Comment ? En intervenant directement sur les nuages dits non précipitants, ceux qui sont constitués d'une multitude de gouttelettes d'eau microscopiques ou de cristaux de glace, pas suffisamment gros pour tomber. Sur ces images fournies par les chercheurs, l'avion se prépare à envoyer des cristaux de sel dans les nuages, afin d'augmenter la condensation et de provoquer une pluie artificielle. Une ressource précieuse dans cet état qui fait partie des 10 pays les plus pauvres en eau au monde. L'ensemencement des nuages en est encore à un stade expérimental. Cette technique est également à l'essai en Chine et aux États-Unis. Très localement, sur les petites zones, il y a des expériences qui ont été faites sur le terrain pour augmenter la pluie ou limiter la grêle en injectant des produits chimiques dans les nuages. Mais ça coûte cher, ça ne fonctionne que dans des petites zones.
À l'échelle du climat, aujourd'hui, on n'a pas montré à notre connaissance de techniques convaincantes de modification volontaire et contrôlée du climat. C'est encore un objectif très lointain. Et deuxième erreur, il pense que cette technologie est non seulement au point, mais qu'en plus elle est mise en œuvre actuellement et à l'échelle mondiale, au travers des chemtrails. Donc là, autant dire qu'on s'enfonce de plus en plus dans les spéculations et la science-fiction. Et je vous ai mis dans la description des études scientifiques récentes, une étude de faisabilité et une étude d'impact. Alors attention, c'est en anglais, mais si vous savez lire l'anglais, du coup, vous pourrez savoir exactement où en est la recherche sur la géo-ingénierie en ce moment. Vous trouverez aussi un lien vers Geoengineering Monitor, une carte du monde interactive montrant tous les lieux où sont effectuées des recherches sur le climat, ou encore sur l'élimination de la pollution atmosphérique ou des radiations solaires. Et sur cette problématique de la géo-ingénierie, je vous conseille vivement le visionnage du documentaire de Arte, Les apprentis sorciers du climat. Les chemtrailistes le considèrent souvent comme un documentaire apportant la preuve du complot des chemtrails. D'ailleurs, on retrouve ce reportage sur YouTube sous le nom Arte brise l'omerta sur les chemtrails. Vous l'aurez compris, le problème c'est bien sûr que le titre de la vidéo ici a été choisi par un croyant des chemtrails pour faire du confusionnisme, c'est-à-dire nous induire en erreur en confondant chemtrails et géo-ingénierie. Pendant tout le docu, Arte parle bien de la géo-ingénierie mais pas des chemtrails. Encore une fois, la géo-ingénierie existe bel et bien, c'est un vrai domaine d'étude. Cette solution de refroidir artificiellement la planète plutôt que de réduire la pollution arrangerait bien les libéraux pour pouvoir continuer à produire sans se soucier des conséquences. Voilà, en bref, tout ça pour dire que quand vous parlez à un chemtrailiste, si vous lui demandez des preuves que les chemtrails existent, bien souvent il va vous donner des preuves que la géo-ingénierie existe. Or, sur ce point-là, il a raison, donc rentrez pas dans son jeu, recadrez-le bien sur la question initiale. Et ce genre d'argument confusionniste a différentes variantes, alors méfiez-vous bien. Par exemple, il y a cette vidéo qui a beaucoup tourné sur YouTube et qui nous dit que Rosalind Peterson confirme à l'ONU l'existence des chemtrails. Rosalind Peterson, un membre actif de l'ONU, a fait fuiter des renseignements sur les chemtrails lors d'un discours à l'ONU en 2007. En 2007. Pas en 2006. Pas en 2008. En 2007. Alors pourquoi le titre de cette vidéo est trompeur? Alors d'abord, ce n'était pas une session de l'ONU, c'était juste une conférence sur le climat organisée par l'ONU en 2007. Rosalind Peterson ne travaille pas pour l'ONU. Elle n'a aucun lien avec cette institution. C'est une agent d'assurance agricole à la retraite. Elle est présentée comme la présidente de la coalition de défense de l'agriculture. C'est vrai, mais c'est juste le nom de son site web en fait, c'est pas un truc officiel du tout. Elle ne mentionne les chemtrails à aucun moment de cette vidéo. Elle parle de l'effet de certaines activités humaines sur le climat et sur l'agriculture, comme les rejets polluants des fusées de la NASA et des avions. Elle parle aussi de géo-ingénierie, mais dans une forme éventuelle, abstraite, future, pas du tout comme un danger actuel. Et enfin, le coup de grâce sur cet argument, cette même Rosalind Peterson a déclaré dans une autre interview en 2012 qu'elle ne croyait pas du tout aux chemtrails et qu'il n'y avait aucune preuve de ça. I have no proof whatsoever that the jets are releasing anything but jet fuel emissions. Voilà, donc vous l'aurez compris, ceux qui vous disent que cette vidéo est une preuve de la théorie du complot des chemtrails, soit c'est des manipulateurs qui veulent vous prendre pour des cons, soit c'est des gens qui eux-mêmes se sont fait avoir, parce qu'ils n'ont pas vérifié les infos qu'on leur donnait. Donc dans ce cas-là, soyez sympa, si vous en croisez un, communiquez-lui le lien vers la vidéo de Rosalind Peterson qui dit qu'elle croit pas aux chemtrails. Vous la trouverez en lien sous ma vidéo. Bon, maintenant qu'on a beaucoup parlé de cette méthode confusionniste entre géo-ingénierie et chemtrails, on va se concentrer sur la possibilité de la mise en application de la géo-ingénierie au travers des chemtrails. Alors moi je pense que c'est pas possible, et pour ça j'ai 4 gros arguments. D'abord, si une opération de géo-ingénierie était en cours avec les chemtrails, il faudrait qu'elle soit uniforme sur toute la surface du globe, plus ou moins, pour renvoyer efficacement les rayons du soleil. Or, il y a très peu de chemtrails dans l'hémisphère sud. Et figurez-vous qu'il y a des satellites qui enregistrent ça et qui permettent de savoir où sont la majorité des traînées de condensation. On découvre alors des données qui correspondent simplement à la réalité du trafic aérien civil. Tapez donc Chemtrails South Africa ou Chemtrails Australia sur YouTube, vous verrez que les gens qui croient aux chemtrails dans l'hémisphère sud sont peu nombreux et qu'ils n'ont pas grand chose à se mettre sous la dent. Et pour cause, il y a encore assez peu de trafic aérien chez eux. Et si vous voulez voir ce que donne une journée normale de trafic aérien dans le monde, vous pouvez aller sur le site contrailscience.com où a été animé le trafic aérien sur une vraie journée de 2012 sur une carte du monde. Allez y gratter, il y a des petites options à régler sur le côté pour vous amuser. Mon deuxième argument, c'est que les chemtrailistes supposent que la multiplication des traînées d'avions permet de refroidir artificiellement le climat. Or, la science a démontré qu'en fait ça avait plutôt l'effet inverse, à cause de l'effet de serre. Effectivement, le trafic aérien a un effet réchauffant. Et cet effet réchauffant serait nettement supérieur à l'effet rafraîchissant. Ensuite, mon troisième argument, c'est que les chemtrailistes prétendent que les chemtrails répandent des particules fines.
Mais figurez-vous que ça aussi, ça se vérifie avec des satellites. Et ce qu'ils ont montré, c'est au contraire une diminution des particules fines dans l'air au cours des 40 dernières années. Vous voyez, il y a 2 pics sur la courbe au moment des éruptions des volcans El Chichón et Pinatubo. Mais apparemment, les opérations de géo-ingénierie de l'oligarchie marchent beaucoup moins bien que les volcans, vu qu'il n'y a rien de significatif à partir des années 2000. Enfin, enfonçons le coup avec un 4e argument. La mise en œuvre du plan de géo-ingénierie devrait logiquement avoir fait augmenter drastiquement le nombre de nuages présents dans le ciel. Parce que bon, c'est le but quand même. Seulement, là encore, c'est contraire aux observations scientifiques, qui montrent seulement une augmentation de 1 à 2% par décennie du nombre de cirrus formés à cause du trafic aérien. Voilà, maintenant je pense qu'on a fini avec la géo-ingénierie. Les prétentions des chemtrailistes ne collent tout simplement pas avec ce que l'on peut observer et mesurer dans la vie réelle. Donc récapitulons. D'abord, on a vu que chemtrails et géo-ingénierie, c'est pas la même chose. Ensuite, on a vu que l'hypothèse de l'application de la géo-ingénierie au travers des chemtrails pouvait être écartée. Et maintenant, on va passer au débunkage des autres arguments plus spécifiques qui sont régulièrement avancés par les chemtrailistes. Tout d'abord, parlons des nuages. Certains nuages sont bizarres. Trop bizarres pour être naturels, paraît-il. Et les chemtrailistes, il se trouve qu'un de leurs passe-temps préférés, c'est de prendre en photo ou filmer les nuages. Bon, enfin voilà, hein, c'est quand même bien chemtrailé, bien empoisonné, comme toujours. Des beaux nuages chimiques. Vous voyez, ils utilisent cet argument de l'intuition et de l'évidence qu'on retrouve d'ailleurs chez les platistes. Je regarde autour de moi, je vois que c'est plat, bon bah c'est la preuve que la Terre est plate quoi. Et puis je regarde dans le ciel, je vois des nuages bizarres que je connais pas, bon bah c'est la preuve que les chemtrails existent. Ce sont d'épaisses fumées toxiques qui visiblement ne peuvent pas être autre chose. Mais il faut reconnaître que quand on n'est pas un spécialiste, certains nuages peuvent paraître vraiment très bizarres. Regardez ici, une jeune Samira a posté un message alertant des dangers des chemtrails sur Facebook, qui a été partagé près de 100 000 fois. Bon, alors c'est quoi ces nuages? En fait, ce sont des ondes de gravité. C'est un phénomène qui se produit lorsque les nuages subissent des différences de pression atmosphérique. C'est un peu comme une vague sur l'eau, mais en l'air et en 3D. Lorsque les nuages sont plus espacés, il peut également s'agir de cumulus radiatus, ou de altocumulus stratiformis radiatus, ou de... ouais bref, je vais m'arrêter là parce qu'en fait j'y connais rien en nuages moi en vrai. Donc si ça vous intéresse, je vous invite tout simplement à aller visiter le site internet de l'Organisation mondiale de la météorologie. Ou encore ce site internet Zébulon Premier qui vous montrera en images les nombreux types de nuages existants. Et enfin, comme nuages bizarres, on a aussi ceux-là. Et oui, hein, what is this? Les chemtrailistes appellent cela des chembows, un mix entre chemtrails et rainbow. Et effectivement, le phénomène se rapproche de celui d'un arc-en-ciel. Il s'agit en fait d'une parélie. À ne pas confondre avec une pareidolie. Hein. La parélie est un effet d'optique de reflet du soleil. Et dans le cas précis, c'est même une parélie secondaire, ou parentélie. La lumière du soleil dans un certain angle atteint les cristaux de glace des traînées de condensation et ça se divise dans toutes les couleurs du spectre lumineux. Voilà, ça c'était la partie sur les nuages bizarres qu'on peut voir dans le ciel. Alors vous voyez, c'est pas grave de pas connaître tous les domaines. Hein. Moi-même, j'ai beau avoir fait tout plein d'études, j'y connais rien en nuages. Mais plutôt que de croire tout de suite à un complot quand quelque chose vous paraît pas normal, soyez curieux, ouvrez votre esprit à la science. Moi, en faisant des recherches pour faire cette vidéo, j'ai trouvé plein de phénomènes super cool que je connaissais pas avant. Faites grandir vos connaissances plutôt que vos croyances. Soyez curieux encore une fois, ne vous arrêtez pas à votre instinct ou à votre simple ressenti. Nos instincts, ils nous trompent en permanence. Un autre argument des chemtrailistes consiste à dire que certains avions laissent une traînée qui s'arrête, puis qui reprend un peu plus loin, laissant penser que le pilote de l'avion en fait arrête l'épandage puis le reprend un peu plus loin. Alors que les chemtrails, eux, ne pourraient pas faire cela puisque ces traînées devraient être réguliers et continues. Alors le phénomène de condensation est complexe, mais bon, en gros, à partir de moins 40 degrés et plus de 68% de taux d'humidité dans l'air, une traînée de condensation se forme à l'arrière de l'appareil. Cependant, la composition de l'air n'est pas uniformément répartie à une altitude donnée, donc si l'avion traverse une zone où il y a un courant d'air plus sec ou plus chaud, hop, la traînée de condensation s'arrête. Puis, quand elle retrouve une zone plus saturée en humidité, la traînée de condensation reprend.
Cela est donc tout à fait explicable. Et d'ailleurs, si les conditions sont réunies au sol, les contrails peuvent apparaître dès le décollage, comme on le voit sur cette vidéo du décollage d'un avion en Russie un jour très froid et humide. De la même façon, les tenants des chemtrails nous montrent souvent des photos de traînées formant des quadrillages ou bien des allers-retours, en nous présentant la chose comme anormale et démontrant forcément l'intention d'épandre quelque chose. C'est pas des trajectoires d'avions normales, parce que les avions en général volent dans des couloirs. Là non, il y en a un peu partout dans le ciel. Quand on a beaucoup voyagé aussi, on sait que les avions ne font pas demi-tour. Alors là, il y a des avions qui reviennent, donc je ne sais pas, est-ce que maintenant, quand les avions ont oublié quelque chose, on revient à l'aéroport? Les couloirs aériens, c'est pas des lignes droites. Les avions privés, les avions militaires, ils font des virages en permanence. Et même les avions de ligne, d'ailleurs, font souvent des virages. Par exemple, s'ils doivent attendre avant d'atterrir, ils peuvent tourner au-dessus d'un aéroport pendant un bon moment. Ah, attendez, on me signale justement dans mon oreillette qu'un avion a été aperçu en train d'atterrir avec une fuite à ses réservoirs de chemtrails. Voyons cela. Effectivement, c'est pas très beau à voir tous les produits chimiques qui s'échappent de tous les pores de cet avion. Ça n'a pas l'air très naturel tout ça. C'est ce que l'on appelle un tourbillon marginal, ou en anglais wingtip vortex. Ce sont des traînées apparaissant le plus souvent en bout d'aile à cause d'un phénomène de dépression d'air. On les voit principalement au décollage et à l'atterrissage sur les avions de ligne, parce que c'est là que leur angle d'incidence est le plus fort et donc qu'il y a plus de différence de pression sur les différentes zones de l'appareil. A noter que ce tourbillon marginal n'est pas toujours visible, il apparaîtra à nos yeux seulement en cas de fort taux d'humidité dans l'air. Et à noter aussi que les avions très rapides, du genre les avions de chasse, connaissent beaucoup plus souvent ce type de phénomène. Enfin, pour ceux qui veulent creuser encore plus, sachez que l'on peut carrément mesurer l'intensité de ce tourbillon avec la loi physique dite de Biot et de Savart. Mais si vous le voulez bien, abandonnons le monde de la science pour rentrer dans celui de l'art. L'art graphique, plus précisément. Avec ici sous vos yeux une photo montrant apparemment le bouton on-off des chemtrails sur un tableau de bord d'avion. Ok, très bien, que répondre à cela? Déjà, la police d'écriture me semble douteuse et pas tellement en accord avec les autres boutons à côté. Et je n'obtiendrai rien en essayant d'analyser l'image vu qu'elle a sans doute été reprise et recompressée des dizaines de fois sur internet. Je cherche donc l'image originelle avec TinEye et je retrouve la photo un peu différente et dans une bien meilleure résolution. Elle date apparemment de 2014, postée sur un forum. Allez, c'est parti, je pousse le contraste. Toujours assez suspect, surtout les couleurs ici, en dessous du mot chemtrails. Mais bon, difficile d'être catégorique. Puis, dans l'analyse avec le logiciel JPEG Snoop, il me dit que l'image a été retouchée. C'est encore un indice, mais c'est peut-être juste encore à cause d'un problème de format ou de correction colorimétrique de l'image. Puis, en analyse ELA sur imageforensic.org, je remarque encore un truc bizarre en dessous du mot chemtrails. Le fond est plus noir que le reste et bien découpé par endroits. Comme si quelque chose avait été effacé. Peut-être y avait-il un mot plus gros ou deux mots écrits à la place du mot chemtrails à l'origine. Mais comment vérifier cela? En cherchant sur internet, je finis par découvrir des fans d'aviation sur un forum qui affirment qu'il s'agit d'un tableau de bord d'avion modèle Embraer ERJ 145. A partir de là, nous pouvons alors fouiner sur le site du constructeur et vérifier sur leur manuel interactif ce qui devrait être écrit sur ce bouton. On peut voir qu'il y a deux mots, Sterile Light au lieu de chemtrails. Nous avons peut-être enfin la solution. Mais comment être sûr que le manuel ne ment pas? Il faut confirmer ce que dit ce manuel par un autre moyen. Je cherche donc une image de tableau de bord de ce modèle sur Google Images. Et là, bingo! On distingue sur cette photo qu'il est bien écrit Sterile Light, mystère résolu. Certains sceptiques se sont même amusés à retoucher l'image avec d'autres mots à la place de chemtrails, je vous laisse apprécier. Ici le mot chaton, et ici les mots steel beams et melt, un clin d'œil au truffeur américain du 11 septembre qui répète tout le temps Jet fuel doesn't melt steel beams. On trouve aussi une autre version retouchée du bouton chemtrails avec une police d'écriture différente. Peut-être une tentative d'un autre chemtrailiste d'améliorer le montage initial. Bref, on nous a pris pour des pigeons, cette photo est un gros fake. Tu es un jeune chercheur de vérité sur internet? Mais tu n'arrives pas à convaincre les gens autour de toi qu'on nous ment et qu'il y a des complots partout. Essaye Photoshop! Avec Photoshop, fabrique toi-même tes propres preuves, parce qu'après tout on s'en branle de la vérité. L'important c'est ta vérité à toi, parce qu'au fond tu sais bien que t'as raison. Photoshop, 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 c'est génial. À consommer avec modération, la direction décline toute responsabilité en cas d'humiliation cuisante par des débunkers sur internet.
Passons maintenant à un autre genre de détournement de photos très couramment utilisé pour essayer de nous niquer. Voici des photos des intérieurs aménagés des avions épandeurs de chemtrails, paraît-il. Regardez ces belles bonbonnes de produits chimiques avec tout plein des vilains capteurs. Et regardez, on a même le site de réinformation moutonrebelle.com qui nous dit que c'est des photos inédites de l'intérieur d'avions épandeurs de chemtrails. Bon alors pourquoi est-ce que ce site nous prend pour des buses? Alors moi perso, j'ai trouvé la réponse en prenant l'image de tête de l'article du site et en faisant une recherche de l'image sur le site TinEye. Ce qui m'a amené à l'excellent forum de metabunk.org qui a fait un post super long pour expliquer ce que c'est, avec de nombreuses sources à l'appui. Ce sont ce qu'on appelle des ballasts, des lestes pleins d'eau et de capteurs pour tester diverses simulations sur des avions spécialement faits pour ça. Voilà, et n'importe quelle personne travaillant dans l'aviation pourra vous le confirmer, rien de très compliqué ici. Il m'a fallu, au bas mot, 2 minutes pour vérifier cet argument. Hein. Les chemtrailistes pourraient faire un effort quand même. On va maintenant parler des avions non identifiés, parce qu'apparemment il n'y aurait pas que des avions lignes civiles qui épandraient des chemtrails. Parfois il y a des vidéos de chemtrailistes qui nous disent que les avions sont non identifiés et qu'ils sont en dehors des couloirs aériens. Et là je vais vous donner une adresse très utile qui vous permettra de vérifier par vous-même si un avion est identifié ou non au-dessus de chez vous. Il s'agit du site internet Flight Radar 24. Et il existe aussi des apps pour smartphones comme Plane Finder, Flight Explorer ou FlightAware. Mais attention, parce que ces apps n'ajoutent pas forcément tous les types d'avions commerciaux, donc il en manque, donc faut pas s'y fier. Attention aussi au délai, le site Flight Radar et les apps sont censés être en temps réel, mais en fait il y a toujours un petit délai de retransmission qui peut même aller jusqu'à plusieurs minutes pour les apps. Bref, que répondre à cet argument des avions épandeurs non identifiés? Bon là, il y a globalement 3 explications possibles. La première, c'est qu'il s'agit peut-être tout simplement d'avions non identifiés. Les petits avions privés ou les avions militaires, ils sont pas répertoriés. Comme tous les autres avions, ils peuvent faire des traînées de condensation. On le voit par exemple dans cette vidéo où 4 avions militaires volent en formation en chevron. Les 4 avions à la suite là qu'on vient de filmer, ça devait être dans ce secteur. Ça fait 5 minutes que je suis rentré chez moi et ils sont répertoriés nulle part. Bah oui, ils sont répertoriés nulle part, banane, c'est des avions militaires. Bref. La deuxième explication, ça peut être aussi que les chemtrailistes parfois se trompent. Tout simplement, hein, parce qu'il y a un délai de retransmission, ou parce que la carte n'est pas assez précise, pas assez zoomée, ou parce qu'ils sont abusés par l'effet de perspective, ils pensent que l'avion est au-dessus d'une certaine ville alors qu'en fait il est à côté de la ville d'à côté. Sans compter qu'en plus quand vous avez envie de croire à quelque chose, eh ben, vous allez beaucoup plus facilement vous tromper, dans le sens qui vous arrange. Et la troisième explication, c'est que les chemtrailistes parfois nous mentent aussi. Ce sont des humains comme les autres, ils ont très envie de nous convaincre de quelque chose, donc du coup ils vont essayer de nous mentir ou de nous manipuler, en nous disant par exemple que les avions qu'ils voient dans le ciel sont tous non répertoriés alors qu'ils le sont. D'ailleurs j'ai la preuve que certains chemtrailistes sont malhonnêtes, alors pas tous hein, évidemment, mais en tout cas certains le sont. Par exemple regardez cette vidéo. Oh non, ils déversent des tas de chemtrails, mais quelle horreur! 150 000 vues et 90% de likes pour ce chercheur de vérité et lanceur d'alerte. Ouais, sauf que c'est juste un Boeing 747 converti en Canadair, dont le complotiste a piqué les images sur une vidéo qui explique clairement le contexte du largage d'eau en haute altitude. Donc là on voit qu'il y avait une vraie intention d'essayer de manipuler les gens qui allaient regarder sa vidéo. Et regardez le culot du mec qui nous dit juste après « Vous faites confiance à votre gouvernement ?» Alors écoute mon coco, je fais peut-être pas super confiance à mon gouvernement, mais ce qui est sûr c'est que maintenant je fais encore moins confiance en toi qu'en mon gouvernement. Allez, next. Bon alors qu'est-ce qui nous reste comme preuve de nos chemtrails? Eh bien j'ai trouvé ce qui pourrait s'apparenter le plus à une forme de chemtrails. Regardez ça. Comme vous le voyez là, pas d'erreur possible. On voit bien que quelque chose est relâché depuis l'intérieur de l'aile de l'avion. On n'est plus du tout dans le cas de tout à l'heure où la traînée de condensation se formait un peu plus loin. Eh bien en fait c'est seulement une procédure d'urgence que l'on appelle le fuel dumping, qui permet au pilote de larguer du carburant en vol pour préparer un atterrissage d'urgence lorsque l'avion risque de peser trop lourd pour un atterrissage parfaitement sécurisé. Alors c'est heureusement une procédure rare parce que le carburant coûte cher et que les atterrissages d'urgence c'est pas non plus tous les 4 matins. Et puis c'est effectivement polluant hein, parce qu'on relâche des hydrocarbures dans l'atmosphère, mais par contre c'est toujours pas évidemment des chemtrails dans le sens où les chemtrailistes l'entendent. Et de même sur cette vidéo Facebook, vue 120 000 fois et partagée 2000 fois. Non, ce n'est pas une fuite accidentelle de chemtrails, ce n'est que du carburant qui s'échappe du réservoir, soit par accident, soit parce qu'il est drainé pour vidange ou autre. Et en parlant de trucs vraiment rejetés dans l'air mais qui ne sont pas des chemtrails, voyons maintenant les chaff. But then you see these bands of very distinct cloud cover moving into the region.
That is not rain, that is not snow. Believe it or not, military aircraft flying through the region is dropping chaff. Small bits of aluminum, sometimes it's made of plastic or even metallicized paper products, but it's used as an anti-radar issue, and obviously they're up there practicing. Now, they won't confirm that, but I was in the Marine Corps for many years, and I'll tell you right now, that's what it is. Alors que sont les chaff? En anglais, ça peut vouloir dire une balle ou bien des restes de paille ou des petits débris de trucs, quoi. Donc les chemtrailistes américains prétendent que le journaliste météo, ancien militaire, parle ici des particules fines rejetées par les avions dans l'atmosphère. Mais en langage militaire, chaff, ça veut également dire contre-mesure. Et si vous avez déjà joué comme moi à Freelancer dans votre jeunesse, alors vous savez ce que c'est. Plus sérieusement, il s'agit de leurres, qui sont largués par les avions de chasse en vol pour tromper l'ennemi poursuivant. In a jam, he's got a couple of tricks to help him out. Chaff, flare, deceive and deflect. Chaff is essentially tinfoil confetti, which confuses the bandit's radar. Ils rejettent donc bien des saletés dans la nature, mais ce ne sont toujours pas des chemtrails. Bon, puis inutile de vous parler, je pense, de la rumeur qui veut que la neige de l'hiver dernier ne soit pas de la vraie neige, mais plutôt du plastique relâché par les chemtrails, parce qu'elle noircit quand on la crame avec un briquet. Donc là, je te confirme, c'est de la fausse neige. Tu vois bien, là? On est vraiment en franc-maçonnerie. Les chaînes YouTube Defecator et Promethium ont déjà débunké cette rumeur-là, en expliquant que c'était simplement un dépôt de carbone sur la neige dû à la combustion incomplète du briquet. Alors est-ce que c'est le gouvernement, les Illuminati, les reptiliens, tout ça à la fois? Ou est-ce que c'est tout simplement un petit problème de chimie? Et d'ailleurs, vous pouvez même faire l'expérience chez vous avec une jolie boule de neige bien froide et bien compacte. Il vous faudra plusieurs minutes avant de la faire goûter. En fait, quand vous la brûlez avec le briquet, l'eau, elle fond bien depuis le début. Simplement, elle remonte par capillarité à l'intérieur de la boule de neige, jusqu'à ce qu'il y ait trop d'eau dans la boule de neige et que du coup, ça finisse par retomber. Vous voyez, on voit encore une fois que la science, c'est parfois assez contre-intuitif quand même, hein. On a l'impression que quelque chose n'est pas naturel, que ça aurait dû se passer autrement, alors qu'en fait, au fond, c'est normal, mais c'est juste qu'on n'en sait rien. Je vais maintenant vous parler des chemwebs. Ce sont des petits filaments qui tomberaient du ciel après le passage des chemtrails. Comment expliquer ces filaments qui tombent du ciel après le passage des chemtrails? On voit des filaments avec des spécimens assez importants d'ailleurs, qui tombent depuis ce matin. Donc hier 19 février, aujourd'hui 20 février 2014. C'est encore pire. Au passage, pour la petite histoire, sachez que pour les adeptes de la secte de Raël, ce ne sont pas des chemwebs, mais ce sont des cheveux d'ange, qui seraient provoqués par le déplacement des ovnis dans l'atmosphère. Mais sinon, les chemtrailistes sont allés jusqu'à saisir la CRIRAD pour enquêter sur leur éventuelle radioactivité. Pour vous dire à quel point les gens confondent tout et n'importe quoi quand ils ont peur de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Mais alors, Jamy, qu'est-ce que c'est que ces chemwebs finalement ? Les jeunes araignées ne restent pas longtemps chez leur mère. Pour abandonner le domicile familial, elles produisent alors un ou plusieurs fils de soie qu'elles laissent pendre. En été ou au début de l'automne, les courants d'air chaud qui s'élèvent entraînent le fil et l'animal qui pend au bout. Les araignées sont alors dispersées dans la nature. Et la démonstration en image... Ces toiles spéciales font office de voile. Il suffit d'un souffle d'air pour les emporter. C'est parti. Le vent a très bien pu porter les araignées sur des centaines de kilomètres, depuis le golfe du Mexique jusqu'au Texas. Voilà, je crois que c'est clair. Certains chemtrailistes prétendent ensuite qu'ils connaissent la composition chimique des chemtrails, grâce à des analyses de sol, des analyses d'eau de pluie ou des analyses de filaments qui contiendraient certaines traces chimiques de produits qui font peur. There's a huge amount of aluminum being found because these sprays have aluminum, strontium, barium, manganese. De quoi est composé le chemtrail? D'après certaines analyses effectuées au sol, dans l'eau et sur des résidus, on a pu constater que les chemtrails étaient composés de métaux lourds, aluminium, barium ou encore de molécules et d'agents perturbateurs endocriniens. Des traces de manganèse, de barium, d'aluminium, de strontium, de silicium, de vibranium et même de géranium ont été retrouvés après le passage de chemtrails. Alors ces produits chimiques ont été relevés dans les analyses de sol ou d'eau de pluie, comme on l'a déjà dit.
Alors on va partir du principe que les chemtrailistes sont honnêtes, hein, qu'ils n'ont pas trafiqué les échantillons qu'ils ont envoyés au labo qu'ils ont sollicité, et qu'ils n'ont rien ajouté dedans, etc. Cependant, même dans ce cas-là, avec la pollution de l'air et des sols, il est malheureusement normal de retrouver ce genre de composés chimiques en analysant à peu près n'importe quoi, n'importe quand. Il y a d'ailleurs des labos qui vous proposent pour une somme entre 100 et 250 € d'analyser la pollution de votre sol en cuivre, zinc, nickel, chrome, plomb, cadmium, mercure, arsenic ou encore sélénium. Et oui, tous ces éléments chimiques peuvent se retrouver dans votre sol, surtout si vous habitez près des villes, près des zones industrielles ou près des exploitations agricoles. Polusol est un consortium d'équipes de recherche qui collaborent sur le sujet de la pollution diffuse des sols sur le continuum terre-mer. Le transport, l'industrie, l'agriculture, mais également d'autres secteurs d'activité émettent des contaminants qui se propagent dans l'environnement par différentes voies, par retombées atmosphériques, par ruissellement, par infiltration ou encore par transfert entre les différents compartiments du sol. Les sols, les sous-sols et in fine la mer peuvent ainsi être durablement impactés. Et il n'y a malheureusement pas besoin de rajouter les chemtrails dans l'équation pour justifier leur présence. Et sans parler de la concentration naturelle de certains de ces éléments. L'aluminium est présent de partout dans le sol, environ 10% de la croûte terrestre c'est de l'aluminium. On le trouve aussi dans l'eau, dans l'air, dans la nourriture, de partout, chemtrails ou pas. And there's a lot of argument that aluminum is very common to be found, but aluminum is only common in a bonded form. It's not common in a free form, and we're finding high rates of free aluminum. Alors si, c'est normal. En fait, il y a même une étude canadienne portant sur l'analyse des eaux de pluie faite en 1967 qui montre des concentrations importantes en aluminium, à peu près les mêmes que celles que vous pourrez trouver dans les rapports publiés par les chemtrailistes. Ensuite, le barium se retrouve aussi naturellement. Selon le rapport de l'INERIS, il provient de l'érosion naturelle des roches et des minéraux. Il y en a aussi naturellement en quantité dans la noix du Brésil, qui est pourtant tout à fait comestible. Mais la majeure partie provient quand même de rejets anthropogéniques, c'est-à-dire à cause des humains. Et enfin, le strontium est également présent naturellement dans la croûte terrestre, mais en très faible quantité. Mais de grandes quantités ont été relâchées dans l'atmosphère ces dernières années, on va dire, à cause des catastrophes nucléaires et des essais de bombes nucléaires. Car c'est un élément qu'on utilise comme produit de fission. Et puis on le trouve aussi dans les fusées de détresse, dans certains colorants, dans certaines peintures, etc. Mais creusons quand même encore un peu cette question avec les fameuses analyses du laboratoire Analytica de Philippe Taillé de 4 supposés filaments de chemtrails qui sont très souvent mis en avant par les chemtrailistes. Aujourd'hui, les analyses réalisées par le laboratoire Analytica reprisent le chaînon manquant pour prouver de manière irréfutable à la fois la réalité et la dangerosité des chemtrails. C'est aujourd'hui chose faite et les résultats sont éloquents. À noter que l'initiative ainsi que le coût des analyses a été citoyenne, les autorités semblant se désintéresser de la santé publique. Alors là déjà, non, non et non. Il est faux de dire que les autorités de santé se désintéressent de la santé publique. Il existe de nombreux organismes publics qui font en permanence des analyses de sol, d'eau, d'air, des médocs, des sites industriels et même des jouets pour les enfants. Parmi ces organismes, vous pouvez notamment trouver l'INERIS, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, mais aussi l'ANSES, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement du travail, l'ADEME, Agence pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie, le CHA, Agence européenne des produits chimiques, mais aussi la Haute Autorité de Santé, les agences régionales de santé, etc., etc. Et tous ces organismes publient de nombreux rapports publics qui vous sont accessibles en ligne. En fait, les risques de santé pour la population n'ont jamais été autant surprotégés qu'à l'heure actuelle. Les 4 échantillons étudiés contiennent plusieurs composés aromatiques toxiques synthétiques, phtalates, et 3 d'entre eux contiennent du DEHP, un représentant de cette famille de produits chimiques particulièrement redouté à cause de ses propriétés de perturbateurs endocriniens. Bon, donc 3 des 4 échantillons contiendraient du DEHP, du phtalate de bis. Et ça tombe bien parce que notre agence européenne de santé a justement fait un dossier de 588 pages sur cette substance. Vous trouverez absolument tout dans ce rapport, les risques pour la santé, l'origine de la pollution en DEHP, etc. Et ce rapport nous apprend que c'est effectivement une substance qui ne se trouve pas à l'état naturel, contrairement aux aluminium, barium, strontium, mais que la source première des émissions de DEHP, c'est la fabrication et l'utilisation de peinture, lac, encre d'imprimerie, mastic ou adhésif. Ce qui fait que ce DEHP est maintenant assez présent dans l'air et sur certains sols. Alors bien sûr, là encore, c'est pas une preuve absolue, mais ça vous montre juste qu'il y a une autre explication possible, plus logique, plus raisonnable que les chemtrails. Et pour en finir avec ces analyses de filaments de chemtrails, sachez que certaines études ont montré que les fils d'araignée sont de véritables filtres à pollution.
Elles retiennent toutes les microparticules présentes dans l'air, donc du coup rien d'étonnant à ce qu'un fil d'araignée qui a parcouru des dizaines, voire des centaines de kilomètres en passant au-dessus des villes, des usines, des routes, soit chargé en produits chimiques. Pour conclure donc sur l'argument des produits chimiques, oui, il y a tous ces éléments chimiques tout autour de nous, oui, ça peut créer des effets sur notre santé. Mais il n'y a aucun lien prouvé entre la présence de ces éléments et les chemtrails. Et surtout, pour vous rassurer un peu quand même, sachez que c'est avant tout la dose qui fait le poison, pour citer Paracels. Et voilà, c'est tout pour le débunkage des arguments chemtrailistes. Alors, pour pas me faire accuser de faire des hommes de paille cette fois-ci, je ne m'étendrai pas sur les théories qui sont reliées aux chemtrails et qui sont encore plus pétées. Comme par exemple celle de cette vidéo. Si le public était correctement informé, il comprendrait que les chemtrails et les réchauffements climatiques sont le symptôme de quelque chose de très grave. Cette chose, c'est la planète X et la catastrophe cyclique qui impacte la Terre tous les 4320 ans. Voilà, donc les chemtrails sont tout simplement un signe annonciateur de la fin du monde provoqué par le passage de la planète Nibiru. Rien que ça. Là, je pense que ça se passe de commentaires. Allez, c'est parti pour les arguments de logique, parce que je pense que se poser des questions uniquement sur les arguments des chemtrailistes, c'est pas entièrement satisfaisant. C'est bien aussi de faire fonctionner juste son esprit logique, afin d'essayer de voir déjà si l'idée même d'un tel complot est déjà cohérente en soi ou pas. On va donc essayer de trouver des failles logiques à la théorie des chemtrails. Alors déjà, où sont toutes les usines gigantesques qui produisent toutes ces centaines de tonnes de produits chimiques ? On n'a pas encore eu de fuite à ce niveau-là, pas encore d'informations à ce niveau-là sur les usines, où est-ce que c'est produit, on n'a rien. Où sont les camions, les milliers de camions qui transportent tous les jours tous ces produits chimiques aux aéroports? Et comment passe-t-il la sécurité des aéroports? Pourquoi les milliers de techniciens qui ravitaillent et contrôlent les avions sont même pas au courant de l'existence des chemtrails? Pourquoi les pilotes de ligne ne s'aperçoivent-ils pas que leur avion largue des quantités énormes de trucs pendant le voyage? Ils n'ont pas des capteurs pour ça? Est-ce que tous les scientifiques météo et toutes les agences météo du monde sont dans le coup? Ensuite, ce projet mondial entre élites gouvernantes a l'air d'avoir l'incroyable capacité de transcender tous les clivages politiques entre partis ou entre pays, puisque personne ne dénonce personne. Et si c'était vrai, alors ça serait vraiment la plus belle réussite de coopération internationale qui n'ait jamais eu lieu. Ensuite, quelle est la logique d'empoisonner la population avec des chemtrails alors que d'un autre côté, on augmente l'espérance de vie des gens grâce à la médecine moderne et à l'accès gratuit aux soins? Et enfin, vu les vents imprévisibles de haute altitude, le gouvernement s'empoisonnerait lui-même en fait avec une telle méthode. Empoisonner l'eau courante serait bien plus précis et bien plus efficace pour poursuivre un tel but. Donc si les chemtrails existent, petit message aux Illuminati. Vous êtes vraiment trop cons avec vos chemtrails. Empoisonnez l'eau courante, comme ça vous arrêterez de vous empoisonner vous-même au passage. Et du coup aussi petit message aux complotistes. Si vous voulez vous faire plein de fric sur le dos des gogos, inventez un complot d'empoisonnement de l'eau courante. Vous vous ferez plein de vues sur YouTube, les gars. Bon, c'est bien beau tous ces débunkages, mais est-ce qu'il y a eu des recherches? Que dit la science au sujet des chemtrails? Eh bien, elle s'est penchée sur la question avec l'étude de Ken Caldeira, chercheur au département écologie de l'institution Carnegie aux États-Unis. Cette étude regroupe les observations de 77 experts du climat ayant fait des publications scientifiques dans les 20 années précédant l'étude. Le résultat est que 76 de ces 77 scientifiques spécialistes des traînées de condensation, de la pollution atmosphérique ou de la redéposition des particules estiment que les arguments avancés par les partisans de la thèse des chemtrails sont erronés ou insuffisamment documentés pour constituer une preuve. Et ils en viennent également à la même conclusion s'agissant des taux de baryum, strontium, etc. qu'on peut retrouver dans les analyses de sol qui sont imputées aux chemtrails, à savoir que le taux est trop faible pour montrer un lien de causalité quelconque avec d'éventuels épandages chimiques, et que cela pourrait très bien provenir d'une autre source de pollution un peu plus crédible, un peu plus réaliste. Vous trouverez bien entendu comme d'habitude le détail de cette étude en description. Alors reprenons nos 3 objectifs allégués des chemtrails que nous avons vus en introduction et voyons si ça colle. Première théorie, les chemtrails serviraient à contrôler le climat. Donc non, comme on l'a vu, on sait contrôler le climat qu'à l'échelle locale. Les cyclones ils continuent de frapper les États-Unis, apparemment il n'y a pas de traitement de faveur dans la répartition des catastrophes, donc il n'y a pas de contrôle humain du climat. Il pourrait également lutter contre le réchauffement climatique. Ça semble exclu aussi. On a vu qu'au contraire, l'effet de serre des nuages participait plutôt au réchauffement qu'au refroidissement. Donc déjà cette solution elle est merdique, et en plus ça marche pas. On voit bien qu'il n'y a pas d'amélioration, ni même de stagnation du réchauffement climatique depuis les années 90. Ou bien encore, et c'est la plus grave, lutter contre la surpopulation.
Bah ça marche pas non plus, hein. Déjà parce que ce serait bizarre d'utiliser ce moyen qui frappe tout le monde, même les organisateurs du complot. Et puis, grâce à la médecine moderne, notre espérance de vie n'arrête pas d'augmenter, donc ça voudrait dire que les organisateurs du complot, ils nous tuent d'un côté pour mieux nous soigner de l'autre. C'est un peu bizarre ça. Et s'ils veulent réduire la population mondiale, bah c'est raté, elle n'arrête pas d'augmenter partout. Donc en fait, aucun des 3 objectifs allégués des chemtrails ne fonctionne. Aucun n'est compatible avec ce que l'on peut observer dans la vie réelle. Au bout d'un moment, vous avez le droit de croire ce que vous voulez, hein, c'est pas un problème, mais à un moment donné, il va falloir le prendre en compte, ça. Je veux dire, votre truc, ça marche pas. C'est tout. En plus, on a vu que ce qui nous était décrit comme des chemtrails, ça existe depuis les débuts de l'aviation. On le voit dans les vieux livres, dans les vieilles vidéos. Et en plus, on a aussi vu que les produits chimiques possiblement issus des chemtrails pouvaient très bien venir de la nature ou d'une autre source de pollution. Pour résumer, donc, la théorie des chemtrails est, selon moi, une théorie très fantaisiste, qui ne repose sur pas grand chose. Ça marche pas. Voilà. Et pour finir, vous savez quoi? Pendant que certains concentrent leurs efforts à lutter contre quelque chose qui n'existe probablement pas, pendant ce temps, il y a des vrais chemtrails qui, eux, possiblement saccagent notre nature. Voilà, donc si vous voulez vous battre contre des chemtrails, visez plutôt ceux-là. Alors bon, je sais, c'est un peu moins sexy qu'une conspiration mondiale, mais bon, au moins déjà ceux-là, on est sûr qu'ils existent déjà. Pour finir, je vais citer Patrick Minnis, un chercheur en études atmosphériques au Langley Research Center de la NASA à Hampton, en Virginie. Dans une interview au journal USA Today, il dit des croyants de la théorie des chemtrails: si vous contrariez ces gens et essayez de réfuter des choses, alors c'est que vous faites juste partie de la conspiration. Et il a malheureusement raison. Malgré tous les éléments que je vous ai présentés dans cette longue vidéo, des preuves matérielles, des preuves visuelles, des preuves logiques, je vais moi aussi sans aucun doute faire l'objet d'accusations sans queue ni tête de la part des fanatiques du complot. Plutôt que d'essayer de réfléchir aux arguments que je leur donne, ils vont juste les balayer du revers de la main et me dire que je suis payé par le gouvernement, payé par les sionistes, par les labos pétrochimiques ou je ne sais quelle autre entité réelle ou fantasmée. Et comme d'habitude, ils vont m'insulter, me menacer, ou encore affirmer que je couvre le génocide de leurs enfants. Alors moi, comme d'habitude, je vais les ignorer. Tant que vous serez là pour me soutenir avec vos pouces bleus et vos commentaires bienveillants pour m'encourager. Parce que c'est ça qui me donne la force de tenir et d'avancer, malgré toute l'étendue de la bêtise humaine à laquelle je suis confronté sur YouTube. Merci d'avance pour votre soutien. Allez les terriens, rêvez des étoiles, mais gardez les pieds sur terre. J'espère que vous avez bien compris à quel point ce problème sanitaire est le plus grand de notre siècle. Ils veulent nous empoisonner! Et empoisonner nos enfants! Et même empoisonner ce pauvre petit chien! Et avec nos impôts! Enfin, j'en paye pas. Avec vos impôts! Alors utilisons la même stratégie qu'eux. Répandons! Diffusons la vérité autour de nous! Oui, Internet sera le ciel de nos truth trace! Stupid things to fight for. I once had someone to... Bah non, pas forcément. Tu sais, un compteur GGR, c'est pas comme ça que ça marche. Ah oui, bien sûr. C'est 30 coups par minute. C'est beaucoup de coups par minute, ça disant. J'entends toujours rien, t'as un autre masque, Kevin. Je me suis vu à l'écran. Oh putain, c'est trop moche. Oui, c'est ça que j'ai. Oh merde. Je t'ai dit, je l'ai utilisé pour mesurer la nocivité des... Et maintenant... Bonjour. Bonjour, j'ai des cheveux. Non. Les chemtrails, eux, ce sont des traînées... Ce sont des traînées... Des salopes. Ce sont des grosses salopes. On le sait tous. Vous le savez, on le sait, nous le savons. Et après le passage des chemtrails... Excusez-moi, je suis devenu fou. L'espace d'un moment. Mais ça va mieux, regardez. Ah mais non, le chien il veut partir. Bah vas-y, c'est pas grave, santé. Hop là, moi je suis bien, t'as été une très bonne actrice hein. Pas en 2006, pas en 2008, en 2006. Après ils vont dire mais vous faites de plus en plus fou. Oui.
Oh bah c'est un renseignement rapporteur capital 2007.